Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Nous intervenons sur 3 sets d'offres que sont la formation business, le coaching business, ainsi que des missions de conseil en stratégie dédiées aux cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Carl Epp de Sevlinge. Carl est avocat associé et managing partner au sein du cabinet Jantet. Avant d'intégrer ce cabinet en 2015, il a travaillé une grande partie de sa carrière chez Gide, où il était au bureau de Paris, puis au bureau de Kiev qu'il a lui-même créé, avant de repartir au bureau de New York et de se réinstaller au bureau de Paris. Cette conversation est extrêmement intéressante puisque Carl, au cours de sa carrière, a eu énormément de métiers, notamment créer un cabinet d'avocats, le dégraisser lorsque celui-ci a été en difficulté en Ukraine, puis repartir à New York pour faire de la représentation, enfin revenir à Paris et changer de cabinet pour prendre la tête du cabinet Jantet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Carl Epp de Sevlinge. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour maître Carl Epp de Sevlinge, je suis ravi que vous me receviez ici dans votre cabinet d'avocat puisque vous êtes associé et managing partner au sein du cabinet de Jantet situé 11 rue Galilée. Bonjour maître Carl Epp de Sevlinge. Bonjour et merci beaucoup de vouloir m'écouter. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Alors moi j'aimerais bien savoir, j'ai été voir un petit peu votre LinkedIn, je vois par où vous êtes passé, vous avez travaillé en Allemagne, en Ukraine, à New York, à Paris, vous avez fait des études à Londres. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes devenu avocat et qui vous étiez avant de devenir avocat. Alors j'étais un franco-allemand que je suis toujours, d'ailleurs c'est probablement une particularité, franco-allemand de culture allemande, né en Autriche. Donc je suis allé à l'école en Allemagne. J'ai d'ailleurs pas eu d'enseignement de français, j'ai un parent français, un parent allemand et j'ai commencé mes études de droit en Allemagne aussi, à Saarbrück, des études qui sont relativement longues, plus longues en Allemagne qu'en France et qui mènent au titre de Rechtsanwalt et la qualification qu'on peut avoir en Allemagne. En parallèle, j'ai fait des études à Saarbrück, un centre d'études juridiques franco-allemandes, avec des enseignements qui venaient de Nancy et de Strasbourg pour démarrer le cursus français que j'ai poursuivi à Nancy pour le compléter à Nancy et passer quasiment en parallèle le barreau français et le barreau allemand. Et je pense qu'à l'époque, c'était l'époque quand il n'y avait pas encore ces études intégrées Cologne-Paris. Ça remonte là à plus de 20 ans. J'ai dû être, je pense, un des plus jeunes avocats avec une double qualification complète en France et en Allemagne. Et j'ai démarré ma carrière à Berlin en Allemagne, mais avec une volonté d'aller en France. Et puis j'ai dû choisir, ou j'ai pu choisir entre le cabinet Hengeler en Allemagne et le cabinet Gide que j'avais rencontré avec une équipe chez Gide qui est une équipe germanique, dirigé à l'époque par Franklin Rist et Philippe-Xavier Binder. Philippe-Xavier Binder qui venait des États-Unis mais qui avait également un background germanique. Franklin Rist avait été certainement un des premiers grands associés, de travailler énormément pour une clientèle allemande et c'est donc chez Gide que j'ai pu commencer ma carrière d'avocat dans cette équipe. Et vous choisissez immédiatement l'expertise que vous avez aujourd'hui ou c'est quelque chose qui vient avec le temps finalement et vers laquelle vous vous destinez a posteriori? Non, je n'ai pas choisi ma spécialité d'aujourd'hui qui est le M&A Corporate Cross-Border. J'avais une activité en début de ma carrière qui était plus diversifiée, avec du droit économique, des problématiques de droit commercial et dès le début également des activités corporate M&A. En plus de ça, également un petit peu de contentieux. Ça faisait partie de cette culture gidienne de faire du contentieux et du conseil en même temps et de ne pas scinder les deux, ce qui a permis d'ailleurs après d'en profiter dans le cadre de mes activités de conseil aujourd'hui, pas mal. Mais au début, c'est vrai, ça n'a pas été
du pur M&A comme je le fais aujourd'hui. Et alors, vous arrivez chez Gide à l'aube des années 2000. Qu'est-ce que vous trouvez au sein de ce cabinet? Est-ce que c'est vraiment ce que vous attendiez du métier d'avocat? Quelles sont les tâches qui vous sont confiées et comment vous arrivez à vous développer? Mais les années 2000 sont des années particulières parce que on se retrouve en pleine bulle Internet avec les premières startups, une excitation qu'on a revue un petit peu plus tard d'ailleurs aussi, une activité extrêmement forte en M&A transactionnel et en parallèle l'arrivée de cabinets anglo-saxons en force qui ont donc débauché des grandes équipes chez Gide et Gide était certainement au début de l'existence de très beaux cabinets parisiens anglo-saxons, a pu résister parce que c'était un grand navire avec des très bons associés qui sont restés, des jeunes qui ont été motivés et je pense que ça a aussi donné de l'oxygène à tous ceux qui sont restés. Mais c'est un moment clé où le marché du droit a changé avec une très forte concurrence des cabinets anglo-saxons et certains acteurs français qui ont réussi à résister, à se développer à l'international en parallèle. Il y a eu ce développement très fort et donc ça fait la différence. Donc c'est à ce moment-là que Gide commence à se poser la question d'ouvrir des bureaux à l'étranger et c'est là que vous saisissez une opportunité? Pas aussi vite parce que déjà Gide avait commencé un petit peu plus tôt avec l'ouverture de quelques bureaux dans les pays de l'Est. Ça faisait 6-7 ans que j'étais au cabinet, chez Gide, j'étais sur le point de devenir associé. Et dans le développement de Gide, qui était un développement vers les pays de l'Est, cette partie du monde était bien occupée, sauf une partie qui n'était pas encore occupée, c'était l'Ukraine. Donc les associés qui s'occupaient de cette zone avaient décidé d'ouvrir en Ukraine, mais n'avaient pas trouvé encore de patron pour ce bureau. Et dans mon cursus que j'ai eu, donc je suis né franco-allemand, je ne vous ai pas dit, mais j'ai fait mon service militaire dans la brigade franco-allemande, qui était d'ailleurs l'état-major de la mise en place de la brigade franco-allemande, des études franco-allemandes. J'avais un parcours très franco-allemand. Et de me dire de faire totalement autre chose, c'est-à-dire partir dans un pays comme l'Ukraine, qui n'a pas grand-chose à voir avec la France ni avec l'Allemagne, si ce n'est qu'une catégorie d'investissement important qui investissait dans ces pays-là, était une rupture dans mon CV, quelque chose de vraiment différent. Également dans mon activité, parce que je m'adressais moi jusqu'à présent beaucoup plus à une clientèle germanique qui investissait en France ou désinvestissait, restructurait, etc. Alors que là en Ukraine, la clientèle principale pour nous c'était la clientèle française, les groupes du CAC 40 qui investissaient dans un pays comme l'Ukraine, des grands groupes comme Accor, Bouygues, Engie, EDF, Total, tous ces clients-là étaient nos clients que j'ai pu très vite et très bien développer. Si vous voulez, en espace d'à peine 2 ans, j'avais une équipe de 50 personnes sur place, ce qui est énorme pour un pays comme ça, et ça démontre la croissance, mais c'était 2006, donc 2 années après la révolution orange en Ukraine, une phase importante d'investissement qui s'était arrêtée d'ailleurs 2 années plus tard, en 2008, avec la crise Lehman et les suites, et ça m'a obligé de gérer à la fois une croissance exponentielle et un arrêt brutal, et donc de la restructuration de bureaux, parce que ce bureau de 50 est passé à une petite vingtaine d'avocats en très peu de temps, mais a toujours été profitable et resté profitable. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est qu'en 2006, du coup, vous partez en Ukraine pour monter ce bureau et développer cette pratique. En 2004, en 2 ans, vous arrivez à avoir plus de 50 personnes. Comment vous faites pour structurer ce cabinet? Est-ce que vous êtes appuyé derrière? Comment vous allez chercher votre première clientèle, donc, qui sont les sociétés du CAC qui investissent en Ukraine? Comment vous développez tout ça? Et comment vous le structurez? Alors, c'est vrai que rien n'est donné. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Gide et on a une volonté d'aller dans un pays comme l'Ukraine qu'on va avoir une multitude de CV, etc., de candidats et une multitude de clients. C'est pas comme ça que ça marche.
Bon, pour démarrer avec une bonne équipe, j'ai fait comme ont fait les anglo-saxons avec Gide quelques années avant. Donc je me suis adressé à des très bons avocats, des meilleurs cabinets de la place pour avoir un début de noyau dur, fiable et de qualité pour pouvoir servir les clients. La clientèle, il est vrai que chez Gide, il y avait en partie cette clientèle déjà, dans d'autres bureaux, comme le bureau de Moscou, le bureau de Budapest qui traitait, le bureau de Varsovie qui travaillait beaucoup pour ces clientèles-là, et aussi le bureau parisien. Mais ça a nécessité quand même un effort important de ma part d'aller voir ces clients, de leur expliquer ce qu'était l'Ukraine, pourquoi un cabinet comme le nôtre était différent d'un cabinet ukrainien qui travaillait plus, qui n'avait pas la déontologie qu'on avait, les compétences qu'on a pu avoir. Donc j'ai fait énormément de voyages à Paris, et je suis allé voir les directions juridiques pour les convaincre et récupérer ce marché de cette clientèle française, européenne, germanique aussi qu'on a eu après, et qui a permis à ce bureau de bien marcher pendant un certain temps. Et donc, 2 ans après, donc en 2008, au niveau de la crise des subprimes et de Lehman Brothers, vous allez restructurer ce cabinet. Comment on fait des choix pour restructurer un cabinet d'avocats? Est-ce qu'on supprime entre guillemets des départements? Est-ce qu'on dégraisse entre guillemets des départements? Comment on se comporte? Alors déjà, le discours est compliqué parce qu'en arrivant et en recrutant 2 ans auparavant, j'avais expliqué aux candidats qu'on n'était pas un cabinet américain. Le slogan Hire and Fire n'existait pas chez Gide. Et là, j'ai dû faire tout le contraire de ce que j'avais dit au préalable et j'ai dû me séparer très rapidement de beaucoup de personnes. On avait avec cette taille déjà doublé toutes les fonctions. Donc on a fait en sorte de garder des compétences, idéalement de garder les meilleurs bien sûr, et de demander à ceux qui étaient moins bons de partir, tout en restant en contact avec eux, s'assurant d'aider pour qu'ils retrouvent du travail ailleurs, et en recruter plus tard aussi, qui sont revenus au bureau quelques années après quand ça allait mieux de nouveau. Très clair. La fin de l'aventure ukrainienne s'arrête pour vous en 2011. À ce moment-là, vous décidez d'aller ailleurs, voguer vers d'autres horizons gidiens. J'avais prévu de rentrer à Paris pour reprendre cette activité cross-border M&A inbound vers la France. Et Philippe-Xavier Binder, qui a été un des associés qui m'a recruté, m'a proposé avec Pierre-Raoul Duval à l'époque de prendre la direction du bureau de New York. Alors, New York, ça sent très excitant. C'est vrai que j'étais très heureux qu'on me propose ce poste qui a une grande visibilité, même si le bureau en soi n'était qu'un bureau de représentation, donc pas un très grand bureau, mais permettait quand même d'aller à un endroit sympathique et de créer de très bonnes relations. J'ai pas hésité une seconde et j'ai rapidement accepté d'aller à New York et on a pris nos valises avec mon épouse et nos 3 enfants et on s'est installé à New York. À New York pour 2 ans. Ça a été une expérience intéressante, c'était post-subprime. Donc pas sans difficulté parce qu'il y avait un manque d'investissement américain vers l'Europe, mais extrêmement intéressant parce qu'on y rencontre bien sûr les meilleurs cabinets d'avocats américains qui n'ont pas de bureau à Paris, mais aussi beaucoup d'avocats européens qui eux ont des bureaux à New York. Et ça me permettait à moi d'élargir mon réseau et de rajouter un portefeuille de clients potentiels que je n'avais pas jusqu'à là. Votre travail en Ukraine pour finalement développer le cabinet, c'était de venir en France, montrer aux directions juridiques des sociétés du CAC que vous n'étiez pas un cabinet ukrainien, que vous présentiez d'autres avantages concurrentiels, notamment le legal privilege et la déontologie que eux n'avaient pas. Aux États-Unis et notamment à New York, c'est différent. C'est-à-dire quel est votre rôle justement au sein de ce bureau pour ramener de la clientèle ou en tout cas pour travailler le réseau de Gide à l'international? Donc j'ai porté de nouveau une casquette d'avocat français parce qu'on vendait cette compétence de droit français auprès des Américains, avec un discours qui n'était pas aussi évident que ça, le décalage horaire qui n'existait pas, etc. Mais en réalité, le monde a changé.
Gide avait ouvert le bureau de représentation longtemps avant que j'y arrive. C'était une époque quand les téléphones portables n'existaient pas, les mails non plus, et les gens ne travaillaient pas nécessairement autant que ce qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet du décalage horaire, il est plus entre la côte ouest et Paris, pas tellement entre la côte est et Paris. Donc ça a été une période intéressante, mais qui a réellement porté ses fruits quand je suis revenu à Paris. Beaucoup plus que quand j'étais à New York. New York, j'ai semé et j'ai commencé à bien engranger quand je suis rentré à Paris. Très clair. Donc vous rentrez à Paris 2 ans après, en 2013. Pour rejoindre l'équipe M&A de Gide, qui est une équipe importante, avec plus d'une vingtaine d'associés, des amis. Donc l'intégration était facile. Pour me consacrer à une clientèle de nouveau germanique que j'avais délaissée pendant quelques temps, européenne parce que j'avais noué des très bons contacts avec des cabinets d'avocats et des entreprises européennes, et bien entendu aussi américaines. Mais néanmoins, ça a nécessité beaucoup d'efforts commerciaux, si je peux dire. On revient dans une grande maison comme Gide, on ne vous attend pas pour vous remettre des dossiers transactionnels. Donc, quelle que soit la taille de la structure, en tout cas dans ces structures françaises tout au moins, l'associé est en charge pour retrouver et recréer du travail, de la clientèle. Donc j'ai dû beaucoup voyager pendant les premiers 6 mois de mon retour pour aller voir les différents clients, mes contacts. Et ça a très vite repris. Je me suis constitué une équipe qui fonctionnait très bien, qui avait aussi des profils un petit peu germaniques comme moi, qui pouvaient servir cette clientèle-là, mais au-delà étaient des très très bons avocats, et donc on a bien fonctionné. Durant les 6 premières années de votre carrière, vous êtes chez Gide et vous travaillez pour de la clientèle franco-allemande, notamment des Allemands qui souhaitent investir en France, ou des entreprises allemandes qui souhaitent investir en France. Vous partez ensuite 5 ans en Ukraine, 2 ans aux États-Unis. Comment vous continuez à travailler ces portefeuilles clients? Est-ce que vous les mettez totalement en veille, en hibernation, ou est-ce que vraiment vous continuez à les travailler pendant ce temps-là en disant quoi qu'il arrive, un jour je sais que je reviendrai travailler avec eux? Alors, je ne pense pas que je reviendrai en Ukraine par exemple pour travailler pour cette clientèle, même si je continue à faire des transactions. Alors j'ai dit que je faisais beaucoup de inbound, mais je fais aussi du outbound. J'accompagne aussi une clientèle française sur des projets d'investissement en dehors de la France dans divers pays, et donc aussi de temps en temps les pays de l'Est. J'ai un petit peu délaissé la clientèle purement française. C'est en train de revenir. Aussi en agrandissant l'équipe, ne pas avoir que des profils franco-allemands, mais avoir des gens qui travaillent avec moi qui ont un petit peu d'autres profils. Et on réussit donc aujourd'hui de retravailler cette clientèle que j'avais eue à une certaine époque, donc travailler aussi pour des grandes entreprises françaises en France et en dehors de la France. Mais je fais en sorte de continuer à voyager, ou à l'époque quand on pouvait voyager, aller aux États-Unis, au Canada, être très investi dans l'IBA, donc faire le tour du monde, et passer beaucoup de temps aussi dans les pays germanophones comme l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Mais effectivement, ça nécessite d'être très mobile, ou ça a nécessité. Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, peut-être qu'aujourd'hui c'est différent. C'était quoi votre challenge quand vous revenez en France en 2013 pour reprendre cette pratique chez Gide? Le challenge, c'était de passer de 0 € de chiffre d'affaires en France à un chiffre d'affaires qui correspond aux montants qui sont relativement élevés de ce qu'on attend d'un associé de chez Gide. C'était le plus grand challenge. Vous étiez local partner ou equity partner? Non, j'étais tout de suite equity partner. Au moment de mon départ, en fait, donc l'année où j'aurais dû devenir associé, je suis devenu equity partner en 2006 ou 2007. Mais néanmoins, on est equity partner dans un cabinet qui a un système de rémunération de lockstep. Néanmoins, on veut être reconnu par ses pairs et on ne veut pas être une charge. On veut faire partie de ceux qui portent le cabinet. Surtout en M&A. Surtout en M&A, mais je pense que c'est le cas dans toutes les pratiques, hein, mais bien entendu en M&A c'est nécessaire. Donc finalement vous remplacez le challenge ou pas?
Oui, le challenge a été, oui, bien sûr, ça a été, pas bien sûr, il y a toujours un coup de chance dans une vie, ou plusieurs coups de chance, donc j'en ai eu beaucoup, je crois, les bons dossiers au bon moment, et rapidement, effectivement, ça a marché. On va passer maintenant à votre départ de Gide. Donc vous bossez pendant 16 ans chez Gide et en novembre 2015, vous rejoignez, si je ne me trompe pas, vous rejoignez le cabinet Jantet. J'aimerais bien savoir ce qui a motivé votre choix et pourquoi finalement vous quittez ce cabinet, parce que je ne vous connais pas depuis longtemps et vous avez l'air d'être quelqu'un qui a deux choses, quelqu'un d'extrêmement franc et direct et aussi quelqu'un de très loyal. Et du coup, je me pose la question de savoir, au vu de votre caractère que je soupçonne. Non, c'est deux traits de caractère que vous avez bien perçus. C'est vrai, je suis très loyal. Je l'ai été longtemps avec Gide et je continue d'ailleurs de l'être parce que je parle bien de Gide et je considère que c'est une belle maison et j'y ai toujours mes amis. J'ai des amis ailleurs aussi, mais c'est une belle maison. Et j'y ai passé un temps formidable. Mais c'est toujours comme ça, je veux dire, quand l'endroit où on a grandi, qu'on a construit, généralement, on dit des bonnes choses sur cette partie de la vie. Je pense que j'aime bien le droit, mais j'ai en moi aussi un côté entrepreneur que j'ai découvert particulièrement en Ukraine, pouvoir ouvrir un bureau, le développer, ça m'a beaucoup amusé. Et chez Gide, je suis retourné à un moment où le cabinet s'est posé peut-être beaucoup de questions et n'avait pas l'agilité ou la force ou la capacité de faire des réformes rapidement et de façon efficace. Et par ailleurs, c'était également un moment où la réflexion internationale de ce cabinet ne me plaisait pas. Le cabinet ne savait pas ce qu'ils allaient faire avec leurs bureaux internationaux et surtout avait lancé une nouvelle stratégie sur des alliances de best friends exclusives ou quasi exclusives en Italie, en Allemagne et en Espagne. Et moi, mon business case à moi et aussi ma réflexion stratégique, c'était de dire soit on est dans un cabinet comme Freshfields, Brookhouse, des cabinets excellents qui deviennent un cabinet intégré, ou comme Clifford aujourd'hui, soit on est un cabinet indépendant et on doit être réellement indépendant, c'est-à-dire aucune relation exclusive avec des bureaux dans d'autres pays. Vous voyez, en Allemagne, je travaille avec les meilleurs cabinets, Engeler, Neur, etc. Dans les Pays-Bas, je travaille aujourd'hui avec les 5 meilleurs cabinets là-bas. Tout ça, je trouve c'est plus cohérent. Et chez Gide, ça semblait ne plus être possible. Donc il y avait ce côté-là, un petit peu de désaccord sur la stratégie, une volonté peut-être aussi de me prouver moi-même que ce n'était pas que Gide qui m'apportait ce que j'avais, mais peut-être un petit peu plus. Bon, je ne suis pas allé jusqu'au bout, parce que j'ai rejoint une autre maison, mais qui était un tournant, ou en tout cas je soupçonnais être un tournant, de vouloir sérieusement redresser la barque avec une ambition et une volonté, que j'ai découvert avec Thierry Brun, que j'ai rencontré à l'époque dans un avion, un vol. On a fait un New York-Paris, on était assis l'un à côté de l'autre, on n'a pas dû dormir beaucoup, il me parlait du nouveau Jantet. Et ça m'a donné envie, et ils ont montré alors les associés de Jantet, leur capacité de se mobiliser en peu de temps, et je crois qu'en 3 semaines, j'avais une proposition de les rejoindre, et ça s'est fait très très vite, alors que j'étais pas du tout dans une volonté de chercher, d'aller ailleurs. On reçoit tous des appels en permanence de chasseurs de tête, mais je ne suis jamais allé les voir pour approfondir les possibilités ailleurs. Ça ne m'intéressait pas en soi. Mais là, de me dire je peux aller dans un autre cabinet et construire quelque chose, ou participer à cette construction, à cette nouvel élan, ça m'a excité. Finalement, c'est un vol qui a changé une vie. C'est un vol qui a changé au moins une partie de cette vie de façon totalement inattendue, sans grande attente et mais
après, voilà, ça s'est fait très très vite. Et vous avez déjà envisagé de monter votre cabinet? Vous créez quand même le cabinet à Kiev qui est quand même assez impressionnant, enfin passer de 0 à 50 en 2 ans et derrière en 2 ans encore diminuer l'effectif plus de moitié, c'est impressionnant. Derrière partir à New York, revenir en France, ça ne vous a jamais titillé de monter votre propre boutique? Si, souvent. Ça m'a souvent titillé. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on n'a plus besoin nécessairement d'avoir une taille très très critique. On a des moyens de collaboration avec des structures qui sont des structures spécialisées. Aujourd'hui, non. Alors aujourd'hui, j'y pense plus, parce que voilà, on y reviendra peut-être, mais je pense que la structure Janté est vraiment exceptionnelle sur le marché et me permet de faire beaucoup de choses avec une grande liberté et entouré de gens extrêmement compétents et sympathiques. Donc si on retrouve un microcosme comme ça, je pense qu'on n'a pas besoin de créer un cabinet et moi j'ai pas besoin d'avoir mon nom affiché ou lié à un cabinet. C'est pas du tout mon ambition. Voilà, c'est pas comme ça. Moi, mon ambition c'est de continuer à bien me développer, avoir des collaborateurs bons, sympathiques, augmenter la qualité de travail et la qualité des dossiers. Et ça, pour le faire, j'ai pas besoin de créer ma propre structure, même si je crois en être capable. Voilà. Très clair. Alors, une petite dernière question sur le switch entre Gide et Janté, et après on passe vraiment au cabinet, à vos fonctions aujourd'hui, à l'évolution du cabinet. Comment ça se passe concrètement votre départ? Est-ce que vous partez avec la clientèle? Est-ce que vous allez expliquer votre décision aux HEC de chez Gide qui la comprennent totalement? Ou est-ce qu'il y a quelques petites frictions qui naissent et après finalement l'amitié revient? Non, je pense que les clients, mes clients que j'avais chez Gide ont tous suivi, sans aucune exception, ce qui est lié à l'implication de l'associé, donc de moi-même dans mes dossiers. Et le fait que chez Gide, il n'y avait pas trop d'implication de plusieurs associés en même temps sur un même dossier. Ce qui est le cas chez les anglo-saxons, beaucoup plus. Et là, chez les anglo-saxons, je pense que ça doit être beaucoup plus compliqué de partir avec ses clients. Mais la force aussi de Gide, c'était de promouvoir des qualités d'associés qui ont une vraie visibilité, qui peuvent se donner cette visibilité. C'est moins la marque qui a été mise en avant, et donc moins la marque est mise en avant, plus les clients restent avec l'avocat qu'ils connaissent et donc les équipes. Et le transfert s'est fait très facilement. Et on avait à ce moment-là aussi déjà une activité très importante. Et quand vous avez les dossiers qui sont en cours, les clients ils suivent l'équipe qu'ils ont eue en direct, en ligne, et après ça continue et reste avec nous. Donc voilà, ce transfert s'est fait facilement, mais c'est aussi des cabinets comparables, c'est-à-dire avec une offre full service. Le cabinet Janté existe depuis presque 100 ans. Donc il a une grande renommée, beaucoup plus encore en dehors de la France qu'en France, de ces différentes périodes que le cabinet existe. Et donc un passage d'un Gide vers un Janté, ce n'est pas un passage d'un Gide vers un anglo-saxon, ce n'est pas le passage d'un Gide vers ma propre boutique. Donc voilà, le passage n'a pas été compliqué pour que les clients suivent. Très clair. Et alors, qu'est-ce que vous venez chercher au sein de ce cabinet? Quel est le projet que vous vendez aux associés pour rejoindre ce cabinet? Et surtout, qu'est-ce qui vous a plu? Parce que vous m'avez parlé de cette fameuse conversation dans l'avion pour savoir ce qui allait se passer pour le nouveau Janté, mais on a eu finalement que le fait de savoir qu'il y avait une conversation, mais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui m'a plu dans cette conversation, c'est de voir l'implication importante des associés à la fois dans le travail et dans le développement du cabinet. C'est de voir le rayonnement international, parce que j'en avais croisé quelques-uns à des conférences internationales, là où d'autres cabinets sont moins présents, mais le cabinet Janté a toujours été très présent à ces endroits-là. C'est une vraie réflexion sur l'international, un début de vouloir avoir des bureaux à l'étranger. Et
j'ai oublié de le dire, mais en rejoignant Janté, j'ai emporté, entre guillemets, le bureau de Kiev, de Budapest et de Moscou, avec David Lasfar, qui avait dirigé ce cabinet depuis 20 ans, qui nous a rejoints. Donc ça a permis de maintenir ces bureaux, tout en ayant cette réflexion sur l'international qui consiste à vouloir avoir des relations non exclusives avec les meilleurs cabinets européens. Donc il y a cet aspect-là, la volonté de croître, de recruter des latéraux de qualité, ce qui était déjà le cas quand je suis arrivé, et de ne pas être au bout du tunnel, mais de vouloir faire plus. Très clair. J'étais avec des amis la semaine dernière et je leur expliquais que j'allais vous rencontrer pour réaliser ce podcast-là. C'était des amis du DGCE de Nancy, parce que j'ai fait ce master il y a quelques années. Et ils disaient que Janté, c'était un cabinet qu'on avait du mal à positionner. C'était un peu une nébuleuse qu'on avait du mal à voir. On avait du mal à voir ce qui se passait à l'intérieur. On savait que c'était un très beau cabinet, avec un très beau nom, des gens très compétents à l'intérieur, mais rien n'en sortait, entre guillemets. Rien n'en sortait. Vous êtes dur. Non, mais qu'est-ce qu'il en non, sur l'échiquier. C'est vrai. Quand vous avez un cabinet comme Janté et qu'on le rejoignait au moment où je l'ai rejoint, il y a déjà beaucoup de très belles choses qui existent, mais il y a pas mal de chantiers aussi qui étaient connus par ceux qui dirigeaient il y a quelques années ce cabinet. C'est à la fois une amélioration de la rentabilité, c'est une amélioration des services, et une fois que vous avez fait ça, une communication accrue pour faire savoir au marché ce qui est fait à l'intérieur. Donc, l'augmentation de la rentabilité, on a beaucoup travaillé là-dessus avec un très beau résultat. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un cabinet qui marche très bien. Sur les services, on les a changés et considérablement améliorés à tous les niveaux. On a une secrétaire générale, on a un service informatique qui est à la hauteur de nos attentes, on a un service de communication qui est très bon. Donc on a amélioré ces services-là. Après la communication, on commence à la lancer, si vous voulez, et on doit la faire à plusieurs niveaux, la communication internationale, la communication nationale, faire parler de soi, expliquer ce qu'on fait, parler des dossiers sur lesquels on est, parce que on a une très belle clientèle, on a des très beaux dossiers, on a des avocats de grande qualité. Le faire savoir au marché aussi que le turnover des avocats est relativement faible, que les gens aiment bien rester ici, qu'on a changé des choses, on a déménagé. Vous voyez, le cabinet a été au même endroit pendant plusieurs décennies. On a réussi dans des autres locaux qui sont un petit peu plus modernes, plus adaptés à notre profession, etc. Donc, je suis d'accord avec vous qu'on n'est pas assez bien perçu aujourd'hui par le marché, ou pas précisément, on n'arrive pas vraiment à nous situer. Notre ambition, c'est de nous positionner en first tier law firm française. Voilà, c'est une ambition déclarée, et on va y arriver. Parfait, ça me va très très bien. On parlait tout à l'heure du fait qu'en partant de chez Gide, vos clients ont suivi parce que vous étiez extrêmement impliqués dans les dossiers, et que chez Gide, on ne met pas, comme dans les cabinets américains, plusieurs associés qui interviennent sur le même client. Est-ce que ça, au vu de votre position actuelle, de votre rôle de managing partner au sein de ce cabinet, est-ce que vous voulez le changer? Je vais plus loin dans mon propos. Nous, aujourd'hui, chez Anomia, on est persuadé que pour que l'entreprise d'avocats demeure et devienne plus puissante et passe au-dessus de l'avocat, il est nécessaire que la clientèle soit beaucoup plus attachée à l'entreprise et à la marque plutôt qu'à l'associé, pour éviter justement qu'il y ait des splits et que l'entreprise doive se créer et se reconstruire de façon perpétuelle, comme ça a pu être déjà avec le cas chez Gide ou dans plein d'autres boutiques. Ouais, c'est très clair que c'est important de faire en sorte qu'un client ait plusieurs portes d'entrée au sein du cabinet, et soit traité, qu'on puisse faire le social pour lui, comme le droit de la concurrence, et le corporate M&A ou le contentieux si nécessaire. Donc ça, c'est un moyen certainement de fidéliser le client. La méthode anglo-saxonne, elle va au-delà de ça, c'est-à-dire dans la même compétence, souvent il y a deux associés. Donc vous faites un dossier M&A, il
il y a 2 associés M&A. C'est-à-dire si un associé M&A quitte le cabinet, le client peut toujours se dire j'ai un autre associé avec lequel j'ai très bien fonctionné, c'est dommage qu'il y en ait un des 2 qui parte, mais je ne vais pas partir parce qu'un associé part. Vous voyez, donc c'est ça un petit peu la méthode anglo-saxonne que je ne vais pas imposer. De toute façon, ce n'est pas le style du tout de la maison. Ouais, ce n'est pas des ordres qui sont donnés par le haut. Et c'est d'ailleurs pas avec cet objectif-là, mais on augmente le nombre de dossiers avec un staffing de plusieurs associés de la même discipline. Donc ça, c'est de plus en plus important pour répondre aussi à la demande des clients qui aujourd'hui veulent quasiment que parler aux associés, aux counsel et des avocats très seniors. Mais en dessous de ça, les clients, ils veulent pas parler à des jeunes, c'est ça la réalité. On en souffre de temps en temps. Ok, ça, c'est votre jeunesse. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, imaginons que je sois jeune avocat, j'ai 2 ans de barre, je fais du M&A moi aussi, et je veuille choisir un cabinet d'avocats. J'ai le choix entre 3 cabinets français, 4 cabinets français, le cabinet Bredin, le cabinet Darrois, le cabinet Gide et le cabinet Jantet. Pourquoi je devrais aller chez Jantet ? Le choix est pas facile si vous avez ce choix parce que c'est des cabinets différents. Différents par leur positionnement actuel. Un cabinet comme Darrois se concentre principalement que sur des très grosses opérations, alors qu'un cabinet comme Jantet fera beaucoup de grosses opérations. Là, actuellement, je travaille pour des fonds comme Apollo sur une très très grosse opération. Aujourd'hui, on est en train de vendre Mondial Relais. On vient de faire un énorme dossier pour le groupe Schwarz sur 1 milliard qui a été vendu à Suez, qui a acheté une activité de Suez. Mais tout ça, c'est des dossiers sur lesquels on est impliqué. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des dossiers de mid-cap, une taille plus raisonnable, avec une clientèle industrielle, aussi dans le monde agricole, mais agricole c'est quasi industriel aujourd'hui. Voilà. Donc il y a une autre typologie de dossiers, je pense, entre nous et Darrois. Je dirais à un candidat, écoute, Bredin est un très bon cabinet, Gide est un très bon cabinet, et Jantet est un excellent cabinet. Ce qui doit compter après, c'est les associés et l'équipe avec lesquels tu vas travailler. Ouais, et là chez Jantet, on est organisé aujourd'hui, même si on a des très gros pôles, on est 11 associés M&A, mais on fonctionne quand même plus par des équipes qui sont rattachées à des associés, donc il y a une interaction très importante entre le collaborateur, le senior, le counsel et surtout l'associé, une implication sur les dossiers, on est jeté à l'eau immédiatement, en première ligne, etc. Donc tout ça, c'est un petit peu marque de fabrique et ça permet de former des gens très vite. C'est plus une question de fit qu'on peut avoir avec l'associé, parce que je pense que les 4 adresses sont très bonnes. Très clair, je vais réfléchir. Et alors du coup, vous m'expliquez que vous étiez 11 associés en M&A, vous fonctionnez bien sûr en département, en équipe, mais également aussi par petites équipes pour qu'il y ait un lien très fort entre les counsel, les collaborateurs de chacun. Comment vous faites en termes de gestion pour tout ça, suivi des indicateurs de performance? Est-ce que vous avez des méthodes managériales que vous mettez en place, style objectif key results ou des choses comme ça, ou pas du tout? Alors on n'a pas de dispatcher qui pourrait dire tiens, Valentin, il travaille trop, il doit se reposer un petit peu. Il y en a un autre qui devrait travailler un petit peu plus. Alors, on se voit régulièrement entre associés M&A, on parle de notre activité. On a une vision au tableau de bord dans laquelle on voit l'activité des uns et des autres. Dans un monde idéal, toutes les équipes sont occupées, ce qui est le cas depuis 1 an et demi, parce qu'en traversant toute cette belle crise et là, depuis le début de l'année, c'est la folie. Donc, dans ces périodes-là, on ne se pose pas la question. On partage aussi des collaborateurs. Donc, s'il y a des équipes qui ont un pic d'activité, on met à disposition des collaborateurs. Mais c'est sûr que ça pourrait être amélioré.
ça pourrait être amélioré, qu'il y ait encore plus de fluidité, je pense, entre les équipes. Ça a des avantages pour les collaborateurs de travailler avec différents associés, comme ça a des énormes avantages pour le collaborateur d'avoir un associé qui sait exactement ce que fait le collaborateur et de ne pas être dans des situations un petit peu compliquées parce qu'il y a deux closings en même temps, etc. Donc, idéalement, c'est un mélange entre les deux, avec un fort attachement plutôt à un associé et le fait de travailler de temps en temps aussi pour d'autres associés, ce serait certainement l'idéal. La majorité des cabinets d'avocats ont un business model qui repose sur les collaborateurs ou qui sont producteurs, où les associés derrière définissent la stratégie, produisent, mais leur job c'est plus ça, leur job c'est d'aller chercher du cash pour que finalement les collaborateurs puissent bouffer. Aujourd'hui, au sein de votre cabinet, c'est un petit peu cru de voir ça comme ça. Oui, c'est vrai, mais très honnêtement, on arrive bien à le schématiser. Je trouve que ça va plutôt pas mal. Est-ce que aujourd'hui, vos collaborateurs ont d'autres objectifs qu'uniquement des objectifs de production ou d'heures facturables? Je vois de plus en plus de choses naître que je trouve assez intéressantes. Après, vous me donnerez votre point de vue sur notamment des projets qui sont donnés aux collaborateurs pour que ceux-ci se sentent vraiment impliqués dans la vie du cabinet d'avocats et puissent mettre leur petite pierre à l'édifice. Alors on fait ça bien sûr aussi comme tous les cabinets de la place le font, hein. Il y a du RSE, il y a du temps qui est comptabilisé comme heure facturable, qui est dédié à des dossiers pro bono. Est-ce que ça suffit? Je crois que non. Je crois qu'on va devoir travailler sur une vision cabinet qui va au-delà de la maximation d'argent pour les associés et des collaborateurs très bien rémunérés. On doit pouvoir proposer aux collaborateurs quelque chose de plus, des valeurs pour pouvoir parler leur langage. On y travaille actuellement, on y réfléchit beaucoup. Après, il faut faire attention de ne pas tomber dans des simples déclarations et du marketing et comprendre exactement quels sont les besoins des collaborateurs. Parce que souvent, ils vous disent qu'ils ont besoin de tout ça, mais une fois que c'est mis, qu'on l'a fait, il y a très peu de collaborateurs en fait, qui s'investissent dans des projets pro bono. Il y a très peu de collaborateurs qui sont intéressés par des choses qui dépassent le droit, hein, parce qu'in fine, ils adorent faire le droit et faire ce qu'ils font. Donc il faut trouver le bon équilibre, mais je pense que c'est important pour pouvoir parler au moins aux jeunes et à leur ambition et leur vision de la vie, pour pouvoir parler leur langage. On a besoin d'y réfléchir plus et de probablement changer un petit peu les objectifs et les priorités de cabinet d'avocats. Nous, on réfléchit beaucoup à quelque chose, c'est de dire qu'en fait, les avocats qui arrivent chez vous, qu'ils soient collaborateurs, counsel ou associés, ils ont finalement tous des profils, des personnalités et des compétences différentes. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager qu'un collaborateur soit recruté avec trois statuts possibles à choisir ou 2 statuts possibles à choisir? Un collaborateur qui va être exclusivement producteur parce que son objectif c'est de perfectionner sa technique et d'être un pur technicien des droits. Un avocat qui soit à la fois plutôt un avocat complet, c'est-à-dire qu'on va travailler la prod, la technique, mais également le développement commercial, le développement du cabinet d'avocats. Et un avocat qui soit beaucoup plus sales, entre guillemets, qui est vraiment une personnalité qui aille chercher de la clientèle pour le cabinet. Est-ce que ça, on pourrait envisager ce genre de choses ou pas du tout? Moi, je ne l'envisage pas parce que ce n'est pas du tout ma vision de l'avocat. Et je crois qu'un avocat qui est rainmaker, qui arrive à persuader des clients pour rejoindre le cabinet et le faire travailler, est tout d'abord un très bon avocat. Et techniquement. Techniquement, ce n'est pas que pouvoir rédiger une clause. Bien sûr. Un bon avocat, c'est encore beaucoup plus. C'est de la personnalité, c'est de la persuasion, c'est de la capacité orale, à l'écrit. Il y a plein de facteurs qui jouent et qui sont la réactivité, la disponibilité. Tout ça, ça joue. Ça n'a rien à voir avec le meilleur juriste qui est premier en agrégation, etc. C'est pas suffisant pour être un avocat. C'est bon, ouais, mais c'est pas suffisant. Donc pour être un bon commercial, à mon avis, il faut avoir de la légitimité dans son métier. Et donc il faut être un bon technicien, juriste, avocat. Donc je crois d'abord dans la vision qu'on devrait avoir, où on devrait essayer de recruter des gens qui, dans un monde idéal, ont toutes ces compétences. Après, ce n'est pas le cas.
mais on ne le réalise pas au moment du recrutement parce que c'est beaucoup trop tôt pour identifier si quelqu'un a une capacité commerciale ou pas. On l'identifie dans le parcours. Et dans le parcours, vous constaterez, ou on constate effectivement qu'il y a des avocats avec 10 ans, 15 ans, 20 ans d'ancienneté. Ils font très bien leur job. C'est des très très bons juristes qui draftent bien, mais qui n'ont pas cette fibre commerciale, effectivement, et qui donc n'ont peut-être pas vocation à devenir associés au même niveau que ceux qui ont ces deux compétences. Même si on a tendance de vouloir les garder plus longtemps, ou on n'a pas tendance, on veut les garder plus longtemps, et donc on va leur donner un petit peu de satisfaction aussi. Hein. Donc on a créé la fonction de counsel, senior counsel, et on peut avoir tendance à leur donner le titre d'associé, mais chez nous, chez Janté, on ne donnera pas le titre d'associé ou on ne votera pas pour un candidat qui voudrait devenir associé s'il n'a pas une compétence commerciale. Alors, compétence commerciale démontrée par un chiffre d'affaires qui est développé et qui a vocation à croître. On regarde le réseau qu'il a, qu'est-ce qu'il a fait pour s'investir dans ce réseau, quel est le potentiel qui va au-delà de ça. Donc le pur technicien ne sera pas associé chez Janté. Mais après, entre les deux, il y en a toujours qui sont plus techniciens que commerciaux. Voilà. Et là, on trouve des moyens pour avoir les deux typologies d'associés dans un même cabinet. Imaginons que j'accepte votre offre et qu'avec mes 2 ans de barre, je vienne travailler chez vous, parce que j'ai choisi votre cabinet d'avocat. Est-ce que le jour de mon recrutement, je sais comment et quand potentiellement je peux devenir associé ? C'est-à-dire, est-ce que je connais les critères nécessaires pour être associé chez Janté et que je puisse me projeter en me disant, en fait, voilà, je vais devoir passer par 5 étapes, 6 étapes. Et si je veux atteindre ce poste d'associé au sein de ce cabinet, il va falloir que je puisse déjà perfectionner ma technique, ensuite arriver à manager et déléguer le travail que je vais devoir fournir, ensuite pouvoir ramener une petite partie de chiffre d'affaires que je pourrais développer de mon côté et l'apporter ensuite au cabinet, et ensuite pouvoir présenter un projet plus global pour pouvoir m'inscrire dans la stratégie qui est mise en place par le comité exécutif et le managing partner. Quand j'ai eu mon entretien d'embauche en 98 chez Gide, j'ai rencontré je venais de Berlin, j'ai pris un vol pour aller à Paris pour cet entretien. Donc chez Gide, plusieurs associés s'étaient mobilisés pour faire tout ça en un rendez-vous. C'était un rendez-vous très sympathique et ça a dû être une de mes premières questions que j'ai posées. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir associé ? Et je pense que je n'étais pas le seul candidat à une collaboration qui a dû poser cette question à cette époque-là. Et j'ai eu mes réponses, qui étaient fausses. Mais j'ai eu des réponses. Aujourd'hui, je recrute régulièrement, je participe à des processus de recrutement. J'entends quasiment jamais la question posée par un jeune collaborateur de savoir ce qu'il devait faire pour devenir associé. Aujourd'hui, c'est des questions qui seront posées par des counsels, par des avocats seniors qui viennent d'autres cabinets qui sont intéressés d'intégrer un cabinet comme le nôtre, qui se posent justement cette question de savoir qu'est-ce que je dois faire pour devenir associé. Mais aujourd'hui, les jeunes ne posent pas la question. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se la posent pas, mais ils ne la posent pas ouvertement. Et c'est vrai aussi que nous, on ne l'explique pas suffisamment. On n'est pas assez transparent là-dessus. Là, on vient d'élire de nouveaux associés, ce n'est pas encore publié parce que ça va prendre effet le 1er janvier, mais qui sont des associés, alors des collaborateurs ici, qui ont grandi ici, qui sont donc devenus associés, et qui sont devenus associés en faisant de très bon travail, en développant de la clientèle, en gérant des équipes, et surtout en étant sympathiques. Non, mais c'est un critère extrêmement important aussi. Ouais. Alors, est-ce que je vais dire au candidat, oui, vous devez être sympathique pour devenir associé? Non, mais ça va être important. Mais ce que je dis moi aux candidats et aux jeunes, travaillez votre réseau. Vous avez fait un DGCE, vous avez fait un master, j'en sais rien, vous avez fait une école de commerce en plus, ou vous avez fait un sabbatical, ou une année quelque part, où vous étiez en internat, ou dans une association, ou vous faites du sport dans une discipline. C'est du réseau.
Est-ce que vous avez compris que c'est du réseau? Donc, continuez à les voir, pas dans le seul objectif de transformer ça en client demain, mais quand même à réfléchir un petit peu. Tiens, tel pote qui a fait des études avec moi, bon, il a commencé peut-être en cabinet d'avocat, là il est en entreprise. Je vais le voir pas que pour ça, mais peut-être aussi avec l'objectif de lui parler du fonctionnement en interne, comment ils attribuent des dossiers, lui parler de mon cabinet et essayer de lui présenter peut-être quelqu'un de plus senior pour avoir plus de crédibilité, amener un associé, et ça peut marcher. Nous, on a des collaborateurs qui apportent des dossiers au cabinet, qui sont d'ailleurs rémunérés avec un pourcentage sur le dossier. Question. Oui, non, mais voilà, ça fait partie du jeu, même si ça n'a rien à voir avec le montant d'honoraires. Voilà, généralement c'est 10% sur un apport de dossier, mais j'en ai régulièrement dans mon équipe qui arrivent à décrocher une belle acquisition. Et donc voilà, ça met un petit peu de beurre dans les épinards pour le collaborateur, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le collaborateur démontre sa capacité de développer de la clientèle et de l'apporter au cabinet. Je pense que c'est important ça aussi. C'est pas seulement j'arrive à développer de la clientèle, parce que vous avez une tendance aussi de collaborateurs seniors qui trouvent un petit peu son arrangement à travailler dans le cabinet, faire du bon boulot, faire de la clientèle perso pour gagner plus et ne pas y retrouver un intérêt d'apporter cette clientèle-là au cabinet. Alors que c'est là où se joue la question de est-ce qu'il a la capacité de devenir associé? Est-ce qu'il est prêt à mettre dans le pot, même s'il n'a pas un retour immédiat? Moi, j'étais collaborateur, j'ai apporté un très gros dossier cabinet Gide. À l'époque, c'était Intermarché. On avait fait 6 millions d'euros d'honoraires sur ce dossier. Il n'y avait pas les 10%. Et ça ne m'intéressait pas de recevoir de l'argent. Mais ce qui m'intéressait, c'est de montrer au cabinet que j'avais une capacité d'apporter du dossier. Et je suis devenu associé, pas à cause de ce dossier, avec d'autres dossiers que j'ai pu apporter. Ça n'a certainement pas été le seul critère, mais ça a été un critère important. Et bien c'est pareil ici. Et c'est là où beaucoup de seniors et de counsel, etc., se trompent un petit peu d'objectif en se disant, bon, je vais développer ma, entre guillemets, petite clientèle que de toute façon je ne peux pas apporter au cabinet, au lieu de se concentrer sur un effort important à faire, parce que ça se fait la nuit, le week-end, ça ne se fait pas pendant les heures de travail, de travailler le réseau, d'essayer de choper du dossier, de réfléchir comment il pourrait, dans quelle association il pourrait être, pour demain avoir des apporteurs d'affaires, entre guillemets, de dossiers qui peuvent venir. Et s'ils ne montrent pas cette capacité tôt, sérieusement, je ne parle pas d'un petit dossier qui a apporté, ben, ils n'ont en réalité pas la capacité de devenir associés, ils ne seront pas associés. Mais c'est aussi l'erreur qui est faite par énormément de collaborateurs. Déjà, la première chose, je trouve ça très bien que vous mettiez 10% de rétro, en moyenne, peu importe le chiffre exact, mais que vous mettiez 10% de rétro sur les dossiers que vous allez facturer, parce qu'on a discuté avec beaucoup de collaborateurs, et j'en ai un en tête chez Gide, qui lui ressent une énorme frustration, parce qu'il apporte énormément de deals au cabinet, et on lui dit ouais t'inquiète, on verra sur ton bonus, et derrière il n'a pas l'impression d'être mieux traité que les autres, et il est en train de créer une frustration par rapport à ça, et il va se barrer. Alors que pourtant c'est un super élément et que ça pourrait être mis en place. Donc ça c'est une super bonne chose, je trouve que vous fassiez ça. La deuxième chose, moi je suis totalement d'accord avec vous, mais la problématique c'est qu'il faut l'expliquer aux collaborateurs et aux counsel en disant ok, maintenant il va falloir que tu fasses un choix. Soit tu décides d'être collaborateur et de continuer à traiter une clientèle que quoi qu'il arrive tu ne pourras pas apporter au cabinet. Ça signifie que derrière tu ne pourras pas devenir associé parce que tu n'as pas compris que cette clientèle-là on ne voulait pas, ou en tout cas on ne pouvait pas la traiter au vu de nos coûts de fonctionnement et de notre image. Donc il faut que tu ailles chercher de l'autre clientèle, mais ça ne vient pas le chercher le jour où tu deviens counsel pour quand tu deviendras associé. Ça vient chercher quand tu es collaborateur 3 et ça se travaille sur 10 ans. Oui, et ça, est-ce que c'est mis en place? Parce qu'on a beaucoup de collaborateurs nous, qui nous contactent, qui sont en 8e, 10e année, dans des gros cabs notamment anglais, et qui nous disent mais en fait, comment on fait? Enfin maintenant voilà, je vais devenir associé, j'ai jamais travaillé mon réseau, je fais comment? Je dis mais tu reviens 7 ans en arrière et puis tu… Voilà, et c'est un désastre parce que on retrouve beaucoup d'avocats excellents mais qui n'ont pas travaillé ça du tout. Bon, c'est aussi un petit peu de la faute des cabinets qui ont des attentes énormes en termes de disponibilité, ce que je disais tout à l'heure, qui est également un critère pour un futur associé, mais disponibilité des avocats, leur implication, leur travail. Ils sacrifient quand même une grande partie de leur vie pour ce travail qui est bien rémunéré, mais l'argent n'est pas tout, et qui n'ont plus la force ou cette liberté-là de continuer à développer. Moi, les associés qui m'avaient recruté chez Gide m'avaient incité à prendre ma canne, comme ils disaient,
et aller ailleurs, à l'étranger, rencontrer des prospects, des clients pour les récupérer. Parce qu'eux, à l'époque, ils avaient déjà fait comme ça. Et donc, c'est certainement quelque chose qu'ils m'ont appris très tôt. Et ils m'ont laissé aussi une certaine liberté de travailler ce réseau. On le fait aussi. Hein. Moi, j'envoie régulièrement des collaborateurs dans des camps organisés. C'est pas des camps, c'est des semaines organisées par d'autres cabinets à l'étranger. Voilà, des sortes de séminaires, mais c'est plus de l'amusement. Ouais. Ils ont ces possibilités-là. Moi j'ai donné des cours à l'EFB, on peut donner des cours à Sciences Po ou ailleurs. Tout ça, c'est un début de création de réseau et ça va payer, comme vous le dites. Il faut le faire en année 3 pour que ça paye en année, malheureusement aujourd'hui c'est plutôt année 10, voire plus. Moi, à l'époque, c'était année 6, et avant moi, c'était peut-être encore plus court. Ouais. Allez, voilà, mais c'est très court. Aujourd'hui, vous parlez à une 6e année, il a l'impression de démarrer son activité et il ne va pas du tout se soucier de la question de comment je vais développer de la clientèle et encore moins comment je vais apporter cette clientèle au cabinet pour que le cabinet dise « Putain, celui-là, il est vraiment bon, il a la fibre, en plus techniquement, on va encore l'améliorer, la personnalité, on doit un petit peu la travailler, hein, mais il a le vrai potentiel et on va lui dire très tôt tu es un high potential. Parce que c'est ça qu'il faut faire en réalité. Il faudrait qu'on travaille beaucoup plus là-dessus, sur le assessment de nos équipes, de nos collaborateurs, et leur dire, voilà, toi tu es vraiment bon, toi tu as vrai potentiel pour devenir associé. Ouais. Moi j'en ai dans mon équipe, actuellement, j'en ai à qui je dis, voilà, vous avez le potentiel d'être associé, vous devez faire ceci, cela, ouais, ils le savent, et j'espère que je tiendrai de parole bientôt, voilà, pour qu'ils passent associés. Prochaine étape, on a un statut intermédiaire qui, voilà, c'est un associé non-equity, après un associé equity, voilà, ces étapes-là doivent être prises, mais s'ils ont compris ça, et s'ils s'identifient aussi avec la maison, c'est-à-dire ne pas que regarder leur nombril, mais faire un petit peu plus, s'investir, que ce soit dans les fonctions d'intérêt général qui vont en dehors, mais voilà, vivre dans une vie de cabinet, ouais, pas de l'égocentrisme, soutenir des collaborateurs qui sont entre guillemets en détresse ou qui ont des difficultés, les remonter, faire de la formation, etc. Tout ça, c'est des qualités qu'on attend d'un futur associé et ça se voit, la différence se voit. Voilà. Très clair. C'est quoi aujourd'hui être managing partner d'une boutique comme Jantet, d'un grand cabinet comme Non, c'est un beau mot, boutique, surtout si on considère qu'une boutique a toujours quelque chose d'exclusif. Moi, j'aime bien ce terme, même si on a dépassé en taille, probablement la taille d'une grande boutique. Avec aujourd'hui, on est quand même 150 avocats, mais qu'est-ce que c'est être managing partner? Managing partner, c'est déjà être associé du cabinet, associé M&A. Et contribuer sa part de façon substantielle, c'est-à-dire j'ai continué totalement mon activité et je l'ai même fait croître. Et à côté de ça, j'exerce les fonctions, d'ailleurs pas seul, avec Catherine Saint-Geniest, de management de ce cabinet. Donc on est à deux, avec une secrétaire générale. Donc c'est du travail en plus, mais c'est du plaisir aussi parce qu'on voit le résultat. C'est de l'implication très régulière, donner des orientations, prendre des décisions, faire des suggestions à ses associés, convaincre, être suivi, c'est ça surtout. Ne pas imposer, mais avoir une adhésion de la majorité des associés à la direction qu'on veut suivre et avoir un projet commun. Très clair. Karl, je vous ai pris beaucoup de temps ce matin. J'ai une dernière question, qui est une question large. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et qu'est-ce qu'on peut souhaiter au cabinet Jantet pour la suite? Le cabinet Jantet existe depuis presque 100 ans. Si on arrive d'exister dans ce monde qui évolue extrêmement vite, encore pour les prochains 100 ans, c'est quelque chose de merveilleux. Si on continue à croire que le cabinet est incontournable et on arrive à attirer des bons éléments dans cette maison, on sera très heureux. Parfait. Karl, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que le cabinet prendra la direction que vous souhaitez lui faire prendre. Merci beaucoup Valentin.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.